Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de la pleine lune en balance. Donc, pleine lune qui aura lieu le 28 mars 2021 à 18h49 temps GMT et qui se positionne, donc on le voit ici, dans l'axe balance bélier à 8 degrés 18 minutes. Axe balance bélier. Donc voilà. Tac. Au niveau de la signification générique d'une nouvelle lune en balance, c'est périodiquement un moment où on va se poser la problématique du groupe par rapport à l'individu. Le groupe étant évidemment la lune en balance, l'individu avec son ego, avec sa volonté de pouvoir avoir son pouvoir personnel et d'impliquer, de mettre des actions dans la matière, évidemment, et symbolisé par le soleil en bélier. Donc là, on est sur des points comme dans une énergie de pleine lune. On a toujours une volonté, je dirais, d'aller voir les besoins du groupe par rapport aux besoins de l'individu. C'est ça qui va déterminer un certain nombre de problématiques et qui va poser évidemment le questionnement et la pointe du problème. Quand on est dans une pleine lune, on est évidemment sur le point le plus haut de la lunaison. Et ce point le plus haut de la lunaison, il va nous montrer évidemment l'apogée d'une énergie et donc l'apogée de quelque chose qui doit exploser, en tout cas qui doit être apparent. Alors, les besoins traditionnels donc d'une pleine lune en balance vont parler du groupe, vont parler du relationnel, vont parler de l'harmonie, de l'équilibre, de ce qui concerne évidemment la balance et de ce qui concerne évidemment Vénus. Alors on va voir que Vénus elle a une position particulière parce que Vénus est en bélier, donc elle est opposée à son signe. Donc on va voir ça tout à l'heure. Évidemment, ça va avoir un intérêt et un impact. Le maître du signe de la balance qui est opposé, qui se situe à l'exact opposé de la pleine lune, évidemment, va matérialiser des envies qui seront différentes pour l'individu que celles du groupe qu'on va nous demander de suivre, bien évidemment. Alors la balance, c'est le signe de la diplomatie. Alors une lune en balance, le côté émotionnel de la lune, il n'est pas très apparent en balance. En balance, on essaye plutôt de lisser les choses, de les équilibrer. On va essayer de faire en sorte d'appliquer des choses qui soient plutôt de bon sens, qui soient des choses logiques. Il y a un besoin de logique dans la balance, c'est le signe du droit qu'on applique, d'accord. Et ici, donc, va se poser la problématique du droit pour le groupe. Je pense que vous voyez venir. Est-ce que finalement, on a plus intérêt à légiférer pour le groupe contre l'individu ou l'individu contre le groupe? Eh bien, ça va être un petit peu le thème de cette lunaison. Est-ce qu'on doit amener au niveau des lois et au niveau de la coercition, au niveau de la, je dirais, de ce qui est logique, plus de choses vers le groupe ou vers l'individu? Parce que là, tel qu'on voit, on matérialise bien ce qui se passe en ce moment. Hein. Les énergies du groupe sont bien opposées à celles de l'individu. Donc là, pourtant, on est dans des éléments génériques de la balance qui prennent évidemment tout leur sens dans ce que nous sommes en train de vivre. Le soleil en bélier, lui, traditionnellement dans cette pleine lune en balance, il va mettre la pression sur l'individu. Il va mettre de l'énergie sur l'individu et son ego.
Donc la pleine lune en balance, finalement, c'est toujours une espèce d'équilibre entre la dépendance de l'individu au groupe et la domination du groupe sur l'individu. Il y a toujours sous-jacent un problème, une thématique, quelque chose qui va venir être traité dans ce domaine-là. Donc, voilà, cette pleine lune, elle vient parler donc du collectif, d'une certaine façon, qui devrait primer sur l'individu et son état, je dirais, physique. Le soleil aussi, c'est le corps, d'accord? C'est donc l'individu dans sa matérialité, alors que là, on est plus sur un collectif qui est un collectif qui est un collectif légal, d'accord? Quelque chose qui, autant ici on est dans la matière, qu'ici on est dans finalement quasiment quelque chose de social, une société, il n'y a pas des individus. L'individu ici, dans le sens de la balance, n'existe plus. Il existe que comme un collectif, quelqu'un qui va amener, qui va se dissoudre dans le groupe. Alors, cette pleine lune, la pleine lune en balance, elle va toujours être amenée sur le rationnel. Elle va essayer de parler à la logique des gens pour qu'ils adhèrent. D'accord? Donc on va éviter pour ça les ressentis, on va éviter les grandes émotions, on va éviter les sentiments qui peuvent être violents, qui peuvent être impactants. Voilà, on va essayer de lisser les choses pour que la primauté du groupe paraisse sans contestation possible. D'accord? Et que l'individu qui se positionne en dehors du groupe se sente en dehors de la loi, puisque je vous rappelle, la balance fait office de loi qu'on applique. D'accord? Donc, la balance déteste les confrontations, elle tente de négocier, mais attention, il ne faut pas se tromper, hein. Elle négocie dans un but d'avoir raison. C'est pas une négociation où il va y avoir des choses qui sont perdues, hein. C'est une négociation pour dire voilà, j'ai raison, je vais te montrer comment j'ai la classe et comment j'ai raison en fait, hein, et comment je vais te mettre le nez dedans. Voilà. Donc même si cette lune en balance peut amener à des hésitations, malgré tout, il y a cette dimension logique et globaliste qui fait que on a une idée de prendre des décisions qui vont être dans l'intérêt général. Il y a cette idée d'intérêt général qui va primer sur le collectif, qui prime sur un peu tout d'ailleurs, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est l'aspect global de la pleine lune en balance. Si on regarde maintenant la vraie, celle qu'on a sous le nez, hein, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que cette pleine lune, elle ne fait pas le voyage à vide parce que le groupe va opposer, le groupe qui est composé de la lune, hein, qui est là en balance, va opposer un certain nombre de choses, comme on voit ici. On va essayer de détailler parce que il y a quand même, on voit, il y a Soleil, Vénus, Cérès, Chiron, bon, il y a Héraclès en plus, mais on en parlera une autre fois. Il y a donc 4 astres importants, astres astéroïdes, hein, qui sont dans ce bélier et qui sont intéressants à regarder. D'accord? D'abord parce qu'on voit que ce soleil en bélier, il est donc conjoint à ces 3 astres, d'accord? Et qu'il va faire un sextile donc à Mars en Gémeaux qui est conjoint en nœud nord et à Saturne qui est en Verseau. Ok? Donc tout ça, ça fait que c'est bien relié et que ce sont des actions facilitées ou facilitantes pour imposer des choses à l'individu. Le soleil, lui, en bélier, le bélier, en ce moment, évidemment, le 28, on sera au début de l'année l'année du zodiaque, l'année astrologique. Ok?
Donc on rentre dans un nouveau cycle, d'accord? Le bélier, c'est l'enfant du zodiaque. Donc l'énergie qu'il va amener, c'est une énergie vive, une énergie impulsive, une énergie non maîtrisée ça pousse, hein. Les signes cardinaux sont des signes d'impulsion. Les signes cardinaux, ce sont le bélier, la balance, le cancer et le capricorne. D'ailleurs, ce sont les signes qui commencent les saisons. Les signes qui vont réussir à maintenir les choses dans la durée, ce sont les signes dits fixes, ceux qui vont terminer les choses et finalement les aboutir ou les transformer sont les signes mutables. Donc le poisson, donc le sagittaire et le gémeaux. Ce bélier, donc l'enfant du zodiaque, lui, il a envie de lumière. Hein, on est sur le soleil qui va démarrer dans un signe de feu une nouvelle année astrologique. Donc il est dans la naissance. Donc il y a cette rencontre du soleil avec la lumière. Ok? Ça dynamise les gens. Ça leur donne de l'énergie. D'accord? D'ailleurs, tous les signes de feu vont sentir, et les signes d'air vont sentir évidemment une recrudescence d'énergie par le fait que le soleil arrive en bélier. Le soleil en poisson, lui, il était un petit peu démoralisé, apathique, fatigué, lassé, désabusé, résigné, donc voilà, pas très actif. Il finit malgré tout l'énergie de l'année qu'on vient de vivre et donc il a des raisons d'être pas au top. Et le soleil qui passe en bélier, évidemment, c'est une envie de renouveau, c'est une énergie de feu différente qui demande à renaître. Bon, donc c'est un signe de démarrage, ok? Du coup, il y a des choses qui peuvent bouger, d'accord? C'est-à-dire qu'on a des remises en question possibles parce que le bélier, lui, c'est l'impulsion, c'est la nouveauté. On va laisser le poisson qui était derrière, qui représentait le passé, et là, on va vouloir aller de l'avant. Donc l'individu va être aspergé, entre guillemets, de cette énergie de renaissance, de nouveauté, d'envie diverse, d'envie de vouloir des choses pour lui. Ok? Évidemment, ça va s'opposer au groupe. Et à la politique, la balance étant un signe de politique. Donc, le bélier, c'est le signe de l'individu en tant que un. Donc, un individu, individualité. Donc, il y a des prises de conscience possibles de ce fait-là, de situations particulières pour chaque individu. Alors, la problématique qui se pose finalement avec le signe du bélier et tous ces astres-là, c'est l'impréparation des choses. D'autant qu'on ne passe pas par d'abord une nouvelle lune en bélier, puis une pleine lune en balance. On commence par la pleine lune en balance. Donc il y a une impréparation des choses. Il y a un manque d'expérience dans ce qui va arriver comme énergie. Donc il va y avoir probablement la matérialisation, puisque le feu c'est la matérialisation, hein, la création. Il va y avoir de nombreux tests qui vont être faits, mais le résultat va pas forcément, le résultat escompté va pas forcément être là immédiatement. D'accord? Donc, cette impulsion, ce commencement, ce démarrage est très fort, d'accord? Très impactant, mais il peut ne pas forcément durer. C'est-à-dire que ça peut être plusieurs choses qui se lancent, mais pas forcément toutes qui prennent. D'accord? Puisqu'on n'est pas dans un signe fixe, on est dans un signe de démarrage, donc d'impulsion, de nouveauté. Donc ça peut faire un petit peu feu d'artifice, mais ce sont des choses, toutes ne vont pas prendre. Ok? Voilà. Le soleil en bélier, c'est aussi une envie d'être vu, de se reconnaître les uns les autres. D'accord? Mais en tant qu'individu. Il n'y a aucune stratégie là-dedans. Il y a on a envie, c'est une énergie de naissance, donc on a envie d'être reconnu finalement de l'autre. Du coup, si on n'est pas reconnu, comme là ça peut se poser par rapport à la lune qui est en face, il peut y avoir une envie de se rebiffer contre le groupe, hein, de défier un peu l'autorité.
qui ne comprend pas que l'individu a simplement besoin qu'on le voie et qu'on le reconnaisse dans son statut d'individu qui a un pouvoir personnel avec le bélier. D'accord? Donc il y a une possibilité pour que cet individu défie l'autorité qui puisse vouloir le contraindre. Ça, c'est tout à fait, vraisemblable dans la mesure où, comme on a vu, le Soleil n'est pas tout seul. Le Soleil, il est d'abord avec quelqu'un d'important, il est conjoint à Vénus. Vénus, elle n'est pas à l'aise dans le signe du Bélier, puisqu'on a dit que son signe à elle, c'était la Balance, d'accord, ou le Taureau, dans lequel elle sera ensuite, mais elle est à l'aise dans le signe d'en face. Bon. Donc, ça veut dire qu'elle est ici ce qu'on appelle en exil, d'accord? Donc, son énergie est complètement différente. Vénus, ici, va être, alors évidemment, soumise, comme les autres astres ici, à Mars, puisque Mars est la planète maîtresse du Bélier. Mars, on a dit, est bien relié, d'accord? Donc, c'est tout à fait positif. Comme je vous disais, ça va mettre de l'énergie à tout le monde, dans le Bélier, dans le Gémeaux, dans le Lion, etc., etc. Dans les signes de feu et les signes d'air. D'accord? Donc, Vénus, malgré le fait qu'elle soit en exil, elle est comme toutes les planètes ici de cette lunaison, et y compris la Lune, qui est sous domination de Vénus, mais Vénus est également sous domination de Mars. Donc Mars est en Gémeaux, donc Mars va vouloir agir dans l'information, dans la parole, dans l'ouverture sur des actions bien d'information, des actions qui se font connaître. Donc il va y avoir des actions de franchise, d'accord? Vénus en bélier, c'est une énergie de franchise. Il y a un côté masculin évidemment dominé par Mars qui va s'exprimer. Donc il y aura la douceur qu'on peut attendre de Vénus dans un signe du taureau ou de la balance. Ici, il ne faut pas l'entendre. Hein. La Vénus, elle va s'exprimer avec une directe, de façon directe, de façon franche, de façon brutale même, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions, elle tranche, elle choisit, d'accord, facilement et vite. Donc ça veut dire qu'en 30 secondes, en plus, Vénus en bélier, c'est l'impatience même. Hein. Il ne faut pas que ça attende, parce que dès que ça attend, c'est pas possible. Hein. C'est hop, next, terminé. Donc tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer, mais brutalement. Il va y avoir un nombre de choses qui vont arriver de très très vite, d'accord? Parce que c'est cette linéarité du temps. En plus, on voit c'est sextile à Saturne. Saturne, je vous rappelle, c'est le temps. Saturne en Verseau, c'est une autre ligne de temps. Ok? Donc ça s'accélère, ça va s'accélérer de façon forte et rapide, de façon brutale. Hein. Et l'idée de Vénus en bélier, c'est qu'il y a une histoire de bien-être de l'individu. D'accord? C'est-à-dire que Vénus en bélier, elle va vouloir avoir des lubies, elle a besoin de choses qui doivent se donner tout de suite. Elle a besoin de voir que ce qu'elle souhaite est possible tout de suite. Et elle a besoin de faire énormément de choses qui lui font plaisir et qui vont la motiver tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, on a un besoin d'activité permanente, on ne va pas supporter la contrainte, et on ne va pas, encore moins si ça s'impose par la force, on ne va pas supporter quoi que ce soit qui diverge de ce qu'on a prévu de faire. Il y a une grande énergie, évidemment, qui vient avec Vénus en bélier. Hein. Beaucoup de choses peuvent être faites. Du coup, dans certains cas, on peut être également dans l'excessivité. D'accord? On peut également, Vénus en bélier, c'est l'excessivité au niveau de l'énergie, des sentiments, du relationnel qui peut être très 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 passionnel, mais trop passionnel, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se frite. Hein.
On se refrite très très grave. On a des montées de colère qui peuvent être instinctives et très très rapides. D'accord? Donc un relationnel marqué par Vénus, évidemment, qui va être imprimé de feu. Donc, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du ressenti, il peut y avoir des actions violentes, il peut y avoir, voilà, Vénus en Bélier, le rapport de force lui fait pas peur. D'accord? C'est vraiment, si on arrive avec voilà, quelqu'un qui a Vénus en Bélier dans son thème, si vous arrivez en essayant de lui faire peur, vous, vous allez lui faire plaisir, vous allez la motiver en lui disant tiens, tu vas voir comment je vais te montrer que c'est moi qui ai raison et que c'est moi, j'avais pas envie du tout, mais là ça me fait plaisir. Voilà. Et donc là, on va parler à ce côté-là. D'accord? L'impulsivité de Vénus en Bélier, elle n'est pas contrôlée du tout. Sachant qu'elle va en plus être alimentée par une énergie aérienne de Mars en Gémeaux. Voilà, ça peut être, ça peut donner des choses où on peut vouloir parler, parler fort, se faire reconnaître, manifester, etc., etc. Ok? Voilà. Donc Vénus va vouloir amener des choses qu'on fait au printemps. Elle va vouloir amener de l'air, de la futilité, avoir envie de faire des choses, avoir envie d'aller au cinéma, au théâtre, machin. Voilà, il y a une envie d'action de Vénus. Ça peut être aussi des arts du spectacle qui se manifestent, ok, qui décident que là c'est plus possible et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc ils vont se manifester, chacun peut-être, alors ça peut être des acteurs qui prennent la parole, ça peut être des gens connus aussi qui prennent la parole, etc., pour donner leur avis. Ok? Et susciter derrière des mouvements, susciter derrière quelque chose qui va prendre de l'ampleur. D'accord? Parce que on est sur un truc, là, sur un système qui s'oppose au groupe et notamment à ce qui est le spectacle, à ce qui est artistique, à ce qui est voilà, ok. Donc ça c'est important. Il n'y a pas que Vénus à côté du Soleil, il y a également Chiron. Chiron qui nous parle de toujours guérisseur blessé, qui nous parle de blessure originelle qui est liée à l'individu, d'accord, qui est liée à son autonomie et à la redécouverte de son propre pouvoir. Ici, l'individu, dans un premier temps, avec Chiron en Bélier, va chercher évidemment à être reconnu des autres. La balance, hein, n'oubliez pas que ça fonctionne avec un axe toujours balance-bélier. Donc, il va chercher à être reconnu, il ne va pas être reconnu, bien évidemment, sinon il n'y aura pas d'intérêt. Donc, chaque individu doit donc, pour guérir ce Chiron, reprendre sa propre autonomie. Le bélier, c'est l'autonomie, l'indépendance, tout ce qu'on veut, d'accord? Mais aussi le pouvoir personnel et ne plus, surtout avec la balance, se soucier du regard des autres. Ok? Ici, on est en dehors, on doit s'affranchir de ce qui est de l'ordre du groupe et des impositions du groupe. C'est-à-dire également s'individualiser au niveau de la pensée. Penser différemment du groupe. Ok? Ce Mercure en Bélier, il parle donc de l'expression de cette énergie du Bélier et de l'expression de la façon dont il faut, je dirais, l'équilibrer par rapport à la balance, d'accord? Équilibrer donc les excès du Bélier, équilibrer l'impulsivité du Bélier et équilibrer aussi l'ego qui est suscité par ce Bélier, donc équilibrer les poussées d'égoïsme qu'il peut y avoir et surtout la peur et la dépendance au groupe. Donc on doit découvrir son propre pouvoir avec ce Chiron, la position de ce Chiron ici. Et je vous rappelle que Chiron, c'était le grand instructeur de l'Olympe. Donc il y a une histoire de domaine d'apprentissage dans ce qu'on vit. Il y a un secteur d'apprentissage important. Chiron n'était pas que le guérisseur blessé, c'était surtout l'enseignant.
hein. C'est lui qui a enseigné à tout un tas de demi-dieux. Ok? Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau individuel, pour pouvoir guérir de ça et comprendre où est le pouvoir dans l'individu, il y a un certain nombre de choses qui doivent être testées, puis comprises. La deuxième problématique de Chiron, c'est, je vous rappelle par rapport à la mythologie, c'est la mortalité, le sujet de sa mortalité, puisque lui étant au démarrage immortel, hein, faisant partie des dieux, lorsqu'il se passe le schéma de l'histoire de la mythologie se déroule et qu'il donc reçoit une flèche de Hercule à l'hydre qui était à l'hydre de Lerne, hein, empoisonné à l'hydre de Lerne, finalement il souffre atrocement et donc il va demander la possibilité de, 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 de laisser son immortalité. Et son immortalité, il la transférera à Prométhée. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a demandé aux dieux de mourir pour arrêter de souffrir. Ok? Donc ça veut dire qu'il faut penser que dans l'ultime stade d'une évolution, il faut penser que mourir à quelque chose, d'accord, ça va nous permettre de nous libérer finalement d'une chaîne importante. Donc il faut comprendre ce à quoi on nous demande chacun au niveau individuel de mourir. D'accord? Chiron, dans sa signification, c'est un catalyseur de souffrance vécue. Donc, cette souffrance est vécue dans le corps physique pour libérer l'âme en mettant un stop, une fin, un terme à la souffrance du corps. Donc, Chiron, en fait, nous montre un chemin qui va pousser l'individu physique à se réveiller et à lutter pour la prise en compte de sa propre souffrance et de sa propre condition, et donc mettre fin quelque part, avoir une conscience que c'est lui qui peut mettre fin à ce qu'il vit. C'est compliqué. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la mythologie, Chiron, il va accepter le caractère inéluctable de la situation, mais jusqu'au bout, il garde son cap. Okay, et là, c'est bien le truc. C'est bien de comprendre que euh, même si on voit les choses et qu'il y a un caractère inéluctable, il faut accepter ce caractère inéluctable pour arriver à se séparer des choses qui nous enferment. Alors, au niveau astronomique, Chiron, je vous renvoie à ma capsule euh, sur les astéroïdes, Chiron gravite entre Saturne et Uranus. D'accord? Donc, il va tirer son énergie des deux planètes et Uranus va lui amener évidemment la conscience nécessaire pour se libérer de l'entrave de la matière que représente Saturne. Ok? Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre vraiment. Chiron en bélier donc va indiquer le chemin de libération qui va passer par une forme d'indépendance hein, de l'individu, indépendance de conscience, indépendance en décidant d'avoir un droit sur son propre corps, hein, donc avoir cette conscience-là également, afin de pouvoir vraiment gérer son propre pouvoir complet. Alors, il y a un autre astéroïde qui est là-dedans, qui est Cérès. D'accord? Cérès, c'est l'espèce de fossile. D'accord? Pourquoi c'est une faucille? Parce que c'est la déesse des récoltes. Donc, elle accentue la notion de récolte immédiate, Cérès, par rapport à ce qui est acté, à ce qui est fait. On fait quelque chose, on récolte. D'accord?
Cérès en bélier, eh ben, elle pose un truc, elle veut récolter tout de suite. On a encore une notion d'accélération et d'impatience avec Cérès en bélier. Elle veut un résultat immédiat. Donc avec Cérès en bélier, on peut rapidement confondre vitesse et précipitation. Donc à l'intérieur de cette énergie-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une notion de panique qui peut s'installer. D'accord? Une panique d'urgence, même de danger, d'agression, voire un sentiment important d'insécurité. Ça, c'est Cérès en bélier qui donne ça. Ok? Cérès, elle parle évidemment, comme elle parle de récolte, elle parle de cycle de vie, de mort, et donc c'est également euh, de facto une énergie qui est souvent reliée à celle de la famille, hein, et à notre lien à l'alimentation, à ce qui va nous nourrir, donc à notre métier, à notre famille, à notre maison, voilà. Tout ça, ça va évidemment être l'aspect sécurisant, hein, des choses. Cérès, elle va également parler d'un endroit dans lequel il y a un processus de séparation, hein. C'est une petite faux, Saturne, c'est une grande faux. Cérès, c'est une petite faux, hein. On sépare, on récolte, mais qui dit récolte dit qu'on sépare quelque chose, hein. Et donc, il y a un processus ici en bélier de séparation qui est en cours. On a peur de perdre quelque chose, d'accord? Ici, c'est notre liberté et notre pouvoir individuel, donc matérialisé par le bélier, qu'on a peur de perdre. Cérès va montrer que on n'a pas envie de quitter cet endroit. Il y a une espèce d'angoisse qui va se mettre dans l'axe et qui va montrer qu'on a peur d'être dépendant. D'accord? Donc voilà, ce qui est autour et qui alimente cette énergie de cette pleine lune en balance. Alors pour accentuer encore ces énergies, on a d'autres aspects qui sont également importants dans cette lunaison. On a Neptune qui est conjoint à Mercure en poisson. Alors Mercure conjoint à Neptune en poisson, là on a quelque chose qui ressemble à l'an dernier au moment du confinement. D'accord? Alors, mis à part que Mercure, on a eu le confinement quand Mercure s'est mis à rétrograder en poisson. Ici, il n'y aura pas de rétrogradation, hein, en poisson, hein. On a eu déjà Mercure rétrograde en Verseau. Donc cette année, à noter qu'il sera rétrograde dans tous les signes d'air, okay, qu'il va traverser. Donc il sera rétrograde plus tard en Gémeaux et en Balance. L'idée, c'est que y a quand même une notion de contagion, de contamination, d'information floue, voire mensongère. Mercure conjoint Neptune en poisson, c'était donc le marqueur, je le dis à chaque fois, de la tuberculose, donc des affections pulmonaires, mais il y a aussi, on voit quelque chose qui est tout à fait problématique, qui est le carré, d'accord, de Neptune et de Mercure au nœud. Et là, plus à Mars. Donc là, il y a Mercure-Mars, c'est une problématique de polémique, d'action violente, d'affaires qui sortent à propos on débat violemment sur les choses, les gens sont très électriques, on peut avoir beaucoup de colère, beaucoup de malentendus, beaucoup de choses qui pètent entre les gens, hein. C'est Mercure, carré Mars, c'est très violent, hein, comme aspect. C'est vraiment très explosif, c'est très, au niveau de la parole, c'est très très dangereux. Mercure est quand même lié à Neptune et carré à Mars et au nœud, ce qui veut dire qu'il y a une espèce d'hypnose mentale, hein, qui endort. On a l'impression qu'il y a une espèce de transe hypnotique qui endort complètement les gens et qui les inhibe dans l'action, qui leur fait faire n'importe quoi. Ok? Donc qui empêche finalement les gens de réagir normalement. Alors là, il y aura des actions, puisqu'on a un carré à Mars, il y aura des actions, il y aura des paroles, il peut y avoir des choses violentes, mais qui sont
très floues sur leur base, d'accord? Ici, c'est vraiment problématique d'informations détournées, d'informations mensongères, de malentendus, de d'actions qui sont basées sur des choses qui ne sont pas vraies. Donc derrière, des catastrophes au niveau de la résultante, etc., etc. Donc là, c'est un aspect explosif, hein. C'est un aspect d'autant plus explosif que tout est flou, il n'y a rien de net, que les choses peuvent démarrer en un tour de main et prendre des proportions gravissimes. En tout cas, le Mars qui est ici, il vient également rentrer dans la transe hypnotique et je pense que ça peut amener énormément de débordements. Débordements avec des gens qui se mettent en colère, des gens qui s'entendent pas, des gens qui vont, dans le cadre du travail, péter un câble, qui vont... voilà, ça peut très bien, dans le cadre médical aussi, ça peut être le personnel soignant qui décide de manifester, ça peut être, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent et qui sont des revendications fortes, d'accord? Donc voilà, donc aspect très important de cette lunaison. Après, on a encore des aspects de facilitation qui sont évidemment qu'on voit que la Lune, elle est à la fois trigone, donc à Mars et à Neptune. Donc on peut imaginer qu'il peut y avoir des actions multiples de la part de l'État qui peuvent être rapides et qui peuvent être surtout des actions législatives. Pourquoi? Parce qu'en plus de Saturne dans ce trigone-là, on a Jupiter qui est pas très loin, qui est en Verseau également et qui est également relié par le trigone à Mars conjoint nœud nord. Donc du coup, ça peut être comme sur la même énergie que ce qu'on a vu là récemment avec le décret qui est passé à l'AS, le décret de surveillance du port du masque dans les transports, dont personne n'a entendu parler, dont le gouvernement avait dit qu'il n'y aurait jamais de ce type de décret, que c'était impossible, et pourtant ce décret est bien validé, et donc il sera utilisé. Alors après, sous quelle forme, il n'y a pas, mais globalement le truc est passé et donc il est passé pour être utilisé et pouvoir certainement donner des amendes au non-port du masque dans les transports. Ici, il peut y avoir d'autres actions législatives du même ordre qui sont facilitées et qui seront émises, d'accord, du groupe contre les individus. Ok, voilà. Voilà pour cette lunaison globalement. Au niveau de la numérologie, la date donc, de cette pleine lune, c'est le 28-3-2021. Donc 28, c'est 10, plus 3, hein, on ne peut pas réduire, 2021, c'est 5. Donc on tombe, soit on garde le 10 et on tombe sur 18, qui est donc la Lune, soit on réduit le 18 à un 9 et on va tomber sur l'ermite, qui bien évidemment est la réduction totale. Donc le 18, on va commencer par la Lune, le 18, c'est le symbole même de la nation, d'accord, de la famille, du féminin, de la gestation, mais c'est aussi le symbole de l'illusion, du mensonge, de ce qui est flou, de ce qu'on n'a pas vu, de ce qui était dans le marais, d'accord, et qu'on voit pas bien. Donc c'est une carte de gestation, donc en fait c'est c'est ce qui n'est pas encore là, d'accord. Donc ici on voit que quelque chose va arriver, d'accord, et sortir à la lumière. On voit bien qu'il y a un chemin là, je ne sais pas si on voit, qui va jusqu'au fond, d'accord. Donc il y a une histoire de sortir de ce crabe vers le chemin à la lumière pour aller vers le soleil, le 19, d'accord.
Et donc, il y a une voie de sortie qui s'approche, mais qui n'est pas forcément encore là. Et puis, si on réduit complètement, on a l'ermite qui est là. Lui, c'est l'expert, d'accord? C'est celui qui ne croit globalement que ce qu'il a expérimenté lui-même. Et donc, il s'éclaire, la petite lanterne là, c'est sa propre expérience, c'est la lumière de sa propre expérience, d'accord? De ce qu'il a compris. L'ermite, c'est également le symbole de l'hiver, d'accord? C'est la fin du premier cycle aussi, c'est le neuvième. Donc on a du 1, du battleur au 9, on est dans le premier cycle du tarot alchimique de la matière, d'accord? Quand on passe avec le 10, il y a une espèce de passage, hein, on monte d'un cran, et on va pouvoir expérimenter tout ce qui va être spirituel et mental. Ici, pas encore. On finit l'expérience de la matière, d'accord? Donc il y a une notion de fin de cycle de la matière, et donc ici, il y a également une idée de fin de cycle, donc de fin de gestation, comme dans la Lune, ok? Donc il y a bien une idée de naissance de quelque chose. On n'est pas dans... voilà. Alors que la Lune, elle annonce un chemin vers la lumière du Soleil. L'ermite, il annonce un changement au niveau de l'introduction du chemin, d'un chemin à consonance spirituelle. Donc après la route fortune qu'on aura été tournée, d'accord, et qui permet l'instabilité et donc d'aller sur une autre voie. L'ermite ici, il vient lui annoncer, il est sur la montagne, hein, donc il prend du recul lui, d'accord? Et donc il vient annoncer finalement euh, la lumière. Donc c'est sa petite lumière, lui, qui vient de l'intérieur, et c'est avec ça qu'il regarde le bas de la vallée. Vous voyez? C'est au travers de sa lumière personnelle, de sa lumière intérieure, qu'il va venir regarder ce qui se passe. Et dans les deux cartes, je ne sais pas si vous voyez, il y a une notion de nuit et une notion de solitude. D'accord? À aucun moment dans la lune, il y a un personnage. Et en tout cas, dans les deux, il y a la nuit. D'accord? Et donc, l'idée de sortir avec ce chemin, avec soit dans la vallée, soit le chemin de la lune, là, avec l'écrevisse, c'est qu'on va aller directement vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, euh, cette solitude et cette nuit de l'individu va, à un moment donné, se terminer. D'accord? Voilà. Je pense que c'est à peu près les grands aspects qu'on peut dire sur cette lunaison et sur la numérologie qui en découle. Donc attention à cet aspect-là un petit peu volcanique entre Mars, Mercure, Neptune, parce que je pense que on est poussé par une énergie de vie et une énergie de vouloir faire des choses par le bélier, hein, donc une énergie qui pousse quelque chose qui naît, et attention à pas avoir trop de choses qui pètent dans tous les sens, de colère qui sort, etc., etc., sur des malentendus, sur des informations qui ne sont pas vérifiées, sur des choses comme ça, parce que très clairement, l'énergie qui est ici, c'est une espèce de poudrière. Donc, il faut être bien conscient que ça ne doit pas nuire à qui que ce soit. Hein, d'accord? Ça doit vraiment permettre à l'individu de reprendre le pouvoir, à chacun de nous de reprendre le pouvoir sur lui-même, de reprendre notre indépendance et de pouvoir permettre aux autres de la prendre. Hein. C'est vraiment ça le but. Voilà, bah écoutez, j'espère que on va pouvoir avancer tous dans le même sens, hein, que tous les individus vont vraiment avoir cette prise de conscience et pouvoir avancer vers cette lumière qu'on nous promet. En tout cas, c'est quelque chose qui, à mon sens, va dans le bon sens. Je pense qu'on devrait tous en sortir grandis. Donc, pensez bien à avoir cette distance par rapport à ce qui se passe, à ne pas rentrer dans le vif du sujet trop vite. Hein, ne pas confondre. Je pense que la, la
La résultante de ce mois, de cette lunaison, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce que je pense que ça serait assez dommageable d'aller trop vite et de vouloir d'agir avec une trop grande rapidité. Voilà. Maintenant, il est bien évident que tout le monde a besoin d'air, de joie et de gaieté. Et donc, c'est ce que je vais vous souhaiter à tous pour cette première pleine lune de cette année astrologique, avec plein de belles choses et plein de lumière. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.